Voilà, nous allons parler du dialogue de Nairobi. Ce dialogue convoqué depuis le 4 novembre par le président en exercice de l'Union africaine et par le président de la Commission africaine, Moussa Faki, pour parler certainement de la situation en République démocratique du Congo. Nous allons essayer d'en parler avec Maître Francis Okito. Bienvenue. Merci. Est-ce que ce dialogue tel que convoqué par l'Union africaine, c'était un dialogue qui était propice pendant ce temps, alors qu'il y a d'autres priorités? Non, non. En fait, nous pensons que on ne peut pas arrêter de dialoguer. Il est important de continuer à échanger. Dialoguer, c'est échanger, c'est discuter sur une table autour de questions importantes de la vie de l'Afrique, du pays et de la nation. Mais ce dialogue, nous savons que nous attendons d'ailleurs qu'on n'ait pas une solution la plus favorable parce que nous connaissons les agendas. Et lesquels agendas le président de la République a décliné depuis même les pourparlers pour arriver à ce dialogue. Notamment, vous connaissez très bien qu'à l'issue de ces dialogues, les parties prenantes veulent à ce que l'on procède encore à ce qui s'est passé dans les années passées, ce qu'on appelait les brassages, le mixage et autres. Donc nous pensons qu'à ce moment ici, les Congo, les pays, n'est pas interdit de continuer à dialoguer, mais les efforts doivent être consentis ailleurs. Oui, mais là, les efforts doivent être consentis ailleurs où? Bien évidemment. Avec ce qui se passe dans l'Est, il y a le meeting aérien qui se passe, le Rwanda qui accuse la RDC de la provocation parce qu'il y aurait un avion qui a survolé les sols aériens rwandais, et tout ça, ça crée encore des tensions. Mais lorsque je parle des efforts consentis ailleurs, c'est ça. Il faut que le Congo se réveille, comme il est en train de le faire. Et là, c'est quoi? C'est que vous attendez beaucoup plus à la guerre, c'est ça? Avec le discours du chef de l'État. Et par rapport à ce discours, le chef a dit il a beaucoup plus privilégié l'option diplomatique que militaire. Non, c'est ce que j'ai dit au début. Je dis qu'on n'arrête jamais de dialoguer. Mais les deux peuvent aller de même. Nous estimons, au niveau du MSC, qu'il faut mobiliser suffisamment la population congolaise. Il faut être derrière le chef de l'État, à intégrer l'armée. La jeunesse doit sérieusement intégrer l'armée pour pouvoir booster d'ailleurs l'ennemi. Parce que le dialogue n'a pas commencé aujourd'hui. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec le message du chef de l'État, lorsqu'il parle du dialogue, mais entre-temps, il appelle à une mobilisation citoyenne, une mobilisation humanitaire, une mobilisation de jeunes pour qu'ils soient recrutés, vous ne voyez pas que c'est déjà une déclaration de la guerre qui ne dit pas qui n'est pas visible comme ça? Le président de la République, dans son discours le plus sage, n'a pas déclaré la guerre. Parce qu'il sait bien évidemment que le pays a été infiltré depuis des années. On ne peut pas déclarer la guerre comme ça par une magie. Il faut une préparation, il faut un temps. Et dans cette logique, le président de la République a écouté les bases, a écouté les personnes qui se sont levées, notamment l'honorable Rabatoumona, qui a parlé de la croisade d'armement patriotique. Pour cette croisade, il a estimé qu'il était important de pouvoir mettre sur pied des lieux où les jeunes vont s'enrôler dans l'armée pour pouvoir être formés, être éduqués, être outillés afin de booster l'ennemi. Pendant combien de temps? Parce que déjà, s'il vous plaît, je termine. À ce temps-là, Bunagana, Kiwanja sont... S'il vous plaît, c'est une guerre. Vous voulez que l'on chasse quelqu'un qui vous a infiltré pendant des années en une journée? Mais ça sans se préparer, bien évidemment. Ça dit que les jeunes pour cette raison. Est-ce que vous attendez à des résultats? C'est pour cette raison. Non, mais ces jeunes vont être formés et ils vont être encadrés par des personnes qui sont formées, qui connaissent l'art de la guerre et qui vont les aider à pouvoir booster d'ailleurs. Nous disons ceci. Nous avons été infiltrés pendant des années. Et cette infiltration a atteint un niveau le plus élevé. Il faut du temps. Il faut que nous ayons des personnes consciencieuses. Il faut que nous puissions défénétrer de notre armée des moutons noirs, des personnes qui sont là pour travailler pour l'intérêt de l'extérieur. Alors, pour ce travail, le président de la République ne va pas arrêter le dialogue. Nous continuons à dialoguer, mais nous nous concentrons sur ce qui est ailleurs. Ailleurs, c'est former la jeunesse congolaise à pouvoir lutter, même à main nue, contre l'ennemi.
à pouvoir soutenir les actions du chef de l'État, à pouvoir l'accompagner dans la mobilisation la plus générale afin de pouvoir constituer une armée forte. Mais pourquoi dans cette histoire, on s'attaque plus au Rwanda alors qu'il y a d'autres comme l'Ouganda qui sont aussi impliqués dans la déstabilisation de la RDC? Pourquoi? Parce que le Rwanda serait faible par rapport à l'Ouganda. Parce que l'Ouganda, on ne les cite même pas, que ce soit dans des réunions au niveau des Nations Unies, l'Ouganda n'est pas cité. Alors qu'il y a l'Ouganda, il y a le Rwanda. Si aujourd'hui Bunagana était tombé, c'est que l'Ouganda était aussi impliqué. Le Rwanda est cité toutes les fois parce que le pays s'est beaucoup plus réservé au regard des rapports internationaux que vous connaissez. Il y a 2 rapports qui ont indexé l'intervention rwandaise en RDC. Bon, maintenant que le travail de Titan est en train d'être fait, maintenant que les gens de l'intelligence du Congo est en train d'être menée pour pouvoir défénétrer, en fait, pour pouvoir dénicher réellement qu'il y a aussi l'Ouganda, eh bien, on n'a pas de pays à épargner contre la vie de la nation congolaise. Si l'Ouganda également pointé du doigt, nous allons également nous lever contre l'Ouganda. Et puis... mais à vous entendre comme si l'Ouganda... donc, c'est comme si vous doutez de l'implication de l'Ouganda, alors qu'il y a des faits montrant que l'Ouganda y impliquait des pieds et des mains dans cette déstabilisation de la RDC. Et pourquoi aujourd'hui on expulse l'ambassadeur rwandais alors qu'on laisse l'ambassadeur ougandais? 2 poids, 2 mesures. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Nous avons, depuis la nuit de temps, de rapports qui impliquent, en fait, qui parlent de l'implication rwandaise dans ce qui se passe dans notre pays. Les faits par rapport à l'Ouganda, nous venons d'en être informés il n'y a pas très longtemps. Et vous le savez bien. C'est depuis des années qu'on parle du Rwanda. Bon, mais maintenant que nous avons des éléments sur table en ce qui concerne l'Ouganda, il faut un travail, il faut des contacts, il faut une évaluation du degré de son implication dans notre pays. On n'agit pas par une colère mesquine, une colère de jeunes. Il faut prendre du temps, il faut étudier comment agir. Nous avons eu des rapports avec le Rwanda, nous avons eu des rapports avec les commissions internationales et des négociations avaient été entamées avec le Rwanda depuis l'époque du président Joseph Kabila, mais le Rwanda est sorti comme un élève méchant. Le Rwanda nous a démontré que son souci, c'est de pouvoir mettre à terre le Grand Congo, ce qui n'arrivera jamais. Et maintenant, il est temps pour nous d'agir. Maintenant que nous avons également quelques éléments épars par rapport à l'Ouganda, bien évidemment de certaines preuves importantes, il faut prendre contact avec l'Ouganda pour qu'il se détermine. Et à ce moment-là, nous allons également agir quant à Est-ce que de Nairobi sortira quelque chose de bien, de bon? Nous avons eu plusieurs accords, nous avons eu plusieurs réunions de cette taille, négociations. Nous ne savons pas exactement si sortira quelque chose de bon, mais si ça sort, c'est très bien. Mais nous, je vous ai dit que nous, au MSC, notre position, c'est la croisade d'armement patriotique. C'est-à-dire renforcer l'armée congolaise par les recrutements de jeunes intellectuels, de jeunes capables de pouvoir être en mesure de manier. C'est bien d'ailleurs d'être là, de parler du MSC, de votre parti politique. C'est bien de parler des croisades, là, comme si vous vous adressez aux enfants d'autrui. Qu'est-ce que vous, votre parti, vous avez déjà fait pour aussi renforcer les militaires? Parce que jusque-là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de partis politiques, il y a beaucoup de jeunes. C'est-à-dire que c'est le temps pour ces partis politiques d'envoyer ces jeunes aussi à l'armée. La croisade d'armement patriotique, c'est un projet, c'est une vision d'un homme, Laurent Batumona, dont je vous ai parlé, qui y a organisé de points, en fait, je dirais, de bureaux pour le recrutement de jeunes. Nous avons des lieux bien identifiés dans lesquels nous soutenons ces jeunes avec les cotisations de membres du parti. Nous soutenons des jeunes qui sont recrutés, par exemple à Debonhomme, à Lodja, à Katakokombe, à Kindu. Nous avons des jeunes recrutés. Des jeunes recrutés. De MSC. Bien évidemment, bien évidemment. Nous commençons au sein de notre parti et au sein de nos regroupements. Parce que nous avons le MC. Nous avons le MC, nous avons le FPAU, nous avons, qui est un regroupement, nous avons également la PCCO. Et
nous sensibilisons nos jeunes, que nous sommes d'ailleurs, à pouvoir s'enrôler dans l'armée, à pouvoir sensibiliser également d'autres jeunes du parti d'abord, à pouvoir s'enrôler dans l'armée. Ces jeunes les font régulièrement et nous les soutenons dans nos points de repère où nous avons mis de bureaux pour pouvoir faire ce travail. C'est ça notre apport en tant que parti politique. Et nous estimons que ce travail doit être fait également par d'autres partis qui soutiennent la vision du chef de l'État, pour qu'ensemble, nous ne puissions pas demander seulement aux autres de faire ce travail, mais que ce soit un travail d'ensemble avec... Parce que vous ne voyez pas, c'est bien de ne pas des croisades, heureusement vous le faites, mais ça reste encore à vérifier. Oui. Parce que si vous regardez dans la sous-région, en Ouganda, le fils du président, c'est un militaire. Au Rwanda, le fils du président Paul Kagame, c'est un militaire. Alors ici au Congo, il faut aussi commencer à sensibiliser que tous les politiciens aient leurs enfants dans l'armée. Comme Laurent Batoumona, s'il a des hommes, qui les envoient aussi dans l'armée. Et là, ça sera quelque chose qui va certainement impulser d'autres à faire l'armée. Parce que si l'armée vous laisse aux autres, et ce sera compliqué. Vous savez, la vision de croisade d'armement patriotique, c'est une vision qui va jusqu'à demander à ce que chaque enfant, quand il a son diplôme d'État, et que l'armée soit une obligation. Voyez-vous? Et donc, dans les cas d'espèce, même l'enfant de M. Batoumona ou mon enfant ne sera pas épargné. Oui. Donc, nous n'épargnons aucun enfant, nous n'épargnons qu'un jeune. C'est-à-dire, tout Congolais doit avoir l'amour de la patrie, et sa patrie, c'est la défendre. Comment défendre la patrie? C'est vis-à-vis des ennemis. C'est comme ça que c'est une vision qui va petit à petit à être matérialisée pour que demain, quand vous avez votre diplôme d'État, vous puissiez être enrôlé dans l'armée et que demain, s'il y a quoi que ce soit, vous soyez en mesure de défendre l'intégrité territoriale. Voilà, l'intégrité du territoire. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, vous appelez à une mobilisation, vous demandez à ce que vous mettiez de côté des divergences politiques pour privilégier la patrie. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, vous faites pour consolider cet appel du chef de l'État? Quand on voit, il y a certains opposants qui continuent toujours à crier à l'acharnement, il y a d'autres qui continuent toujours à crier à de telles pratiques qui ne favorisent pas certainement de répondre à cet appel du chef de l'État. Non, mais écoutez, je me vois en mal de pouvoir parler de ces opposants qui pensent qu'il faille faire une sorte de populisme oui. Sur la situation dramatique qui arrive à nos frères. Voyez-vous? Sur la situation dramatique qui arrive à nos frères. Nos frères sont en train de passer des moments très difficiles, Bunagana, Rutshuru et autres, juste parce que nous ne sommes pas ensemble. Alors, le chef de l'État nous appelle à pouvoir être autour de lui, à pouvoir réfléchir, à pouvoir matérialiser nos connaissances, afin d'apporter quelque chose pour notre pays. Vous dites, moi je suis opposant. Vous n'êtes pas opposant de Bunagana, encore moins de Rutshuru. Vous êtes opposant au programme du chef de l'État. Mais là, c'est la cohésion nationale. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent accepter que demain on tue 2, 3, 4 personnes à Bunagana? Non. Donc, ça serait une politique diabolique que de refuser un appel qui puisse sortir le pays d'une situation chaotique. Donc nous estimons que ceux qui sont de bonne foi vont venir ensemble avec nous. Alors quel apport du MSC dans le soutien au FARDC? J'ai commencé par vous parler du recrutement. Bon, du soutien que nous apportons, ça, oui, tant matériel ça, petit. Par rapport à la mobilisation. Bien évidemment, ce que nous faisons. Et dans les jours à venir, c'est des questions qui sont en train d'être traitées au niveau du parti pour voir dans quelle mesure nous pouvons soutenir le FARDC, peut-être avec nos petites cotisations, avec je ne sais pas quoi, mais le travail est en train d'être fait. Une réflexion profonde a été lancée quant à ce, au-delà du soutien que nous faisons, matériel sur le plan de recrutement, sur le plan de points de recrutement que nous faisons, nous pensons qu'il sera important également d'apporter un soutien matériel et le travail est en train d'être fait avec les petites cotisations de membres du parti. Alors aujourd'hui, Bunagana est tombé, Rutshuru était tombé, Kiwanja, c'était sous l'état des sièges. Vous ne voyez pas qu'il était temps de pouvoir lever cette option d'état des sièges, envisager peut-être autre chose? Oui. Parce que jusque-là, les élus de ce coin continuent à demander à ce que le chef de l'État puisse revoir sa décision quant à ce. Vous savez, l'état de siège nous a empêché beaucoup de malfaits dans cette partie de... Beaucoup. Bien évidemment. Mais toutes ces villes ou ces localités sont tombées sous état de siège. Mais attendez, qu'est-ce que vous pensez? C'est toujours l'armée, non?
c'est toujours l'armée de notre pays qui combat. Même si nous avions un gouvernement civil, provincial civil, ça serait toujours l'armée, ce ne serait pas le gouverneur qui serait sur le terrain. Donc, aujourd'hui, si nous avons pu dénicher beaucoup de choses, si nous avons pu dénicher beaucoup d'autorités militaires de ces coins qui étaient impliquées dans des exactions et d'autres choses, c'est parce qu'on a eu cet état de siège. Donc, nous pensons que cette situation doit persister aussi longtemps que cette partie de notre pays n'est pas encore libérée. Et nous ne trouvons pas pourquoi les élus que nous respectons, que je respecte d'ailleurs, veulent que nous puissions redevenir dans une situation le plus chaotique. Est-ce que ça, c'est une situation des plus chaotiques? Parce que avant état de siège, Bunagana était sous contrôle. Avant état de siège, il n'y avait pas de M23 qui a ressurgi. Aujourd'hui, les M23. Les M23 n'avaient pas ressurgi avant l'état de siège. Oui, maintenant, les M23 ont ressurgi pendant l'état de siège, ce qui montre qu'il y a l'inefficacité de cette situation. Non, les analyses doivent être faites de manière très positive et objective. Parce que c'est depuis le mois de juin que Bunagana est tombé. Les analyses sont faites de manière positive. Ouais. Et il est démontré noir sur blanc que le travail est en train d'être fait. Et moi, je ne suis pas militaire, je ne sais pas, mais il y a des avancées très significatives dans le sens de pouvoir mettre fin à cette situation. C'est une situation qui nous est arrivée parce que, je vous ai dit tantôt, que nous avions dans notre pays des militaires, des hauts gradés de l'armée qui ont infiltré notre armée. Vous avez vu, avec la chute de Rutshuru, où un colonel refuse de donner des armes à des combattants et prétextant qu'ils n'avaient pas d'armes. Or, vérification faite, on trouve tout un dépôt de munitions qui a été gardé pour des raisons ignorées jusqu'à la preuve du contraire. Et donc, face à cette situation, même si on faisait descendre la plus forte armée du monde, il y aura toujours des difficultés. Et cet état de siège est en train de travailler pour dénicher toute cette situation. Et nous pensons qu'elle doit rester aussi longtemps que la situation reste encore chaotique. Il doit rester cet état de siège? Bien évidemment. Mais malgré qu'il y a la chute de toutes ces localités, il faut que ça reste. Il faut que ça reste parce que c'est en train de faire un travail. C'est en train de faire un travail et ce travail va nous permettre... Oui, parlez, oui. Ce travail va nous permettre de pouvoir booster dehors l'ennemi. Voilà, booster dehors. Maintenant, revenons. Le chef de l'État ne s'est pas rendu à Nairobi. Il a envoyé son ministre des Affaires étrangères, le VPM, Christophe Lutundula. C'est un sabotage pour le chef de l'État, ou c'est aussi une manière de répondre. Il a envoyé Christophe Lutundula au niveau de Nairobi. Est-ce que toute la situation politique, militaire qui se vit au pays, il faut réellement que le chef de l'État se déplace? Oui, mais on l'a vu, il a été dans d'autres sommets. Il a été à Rwanda. Le chef de l'État a un agenda. Il a un agenda. S'il a estimé qu'il était important qu'il reste pour gérer des questions les plus essentielles, parce que c'est ici qu'ils doivent être gérées ces questions, et que le chef de la diplomatie congolaise, il a mis ses affaires étrangères pour ça, et qu'il se déplace pour ce travail. Nous pensons que le plus important, c'est le pays, et le reste viendra après. Voilà, on a vu le VPM échanger avec le VPM du Rwanda et aussi donc les services de renseignement. Aujourd'hui, au vu de ce qui se passe, l'option diplomatique a déjà échoué, on peut le dire. Bon, je ne sais pas confirmer que l'option diplomatique a échoué parce que jusque-là, le fait pour la RDC d'envoyer des avions, des chasses au niveau de Goma, c'est que la RDC est en train de se préparer à tout. Mais je vous ai dit tantôt, depuis le début, que l'option diplomatique n'arrête pas que l'on se prépare. On dit qui veut la guerre se prépare, n'est-ce pas? Nous nous préparons, mais on continue à négocier. La négociation ne s'arrête pas. Ou les négociations ne s'arrêtent pas. Elles peuvent continuer aussi longtemps que la guerre existe. Mais nous estimons que le plus important, c'est ailleurs. Ailleurs, c'est préparer sur terrain. Mobiliser la population congolaise pour être derrière le chef de l'État. Mobiliser l'armée congolaise. Mobiliser les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée. Mobiliser les jeunes à pouvoir se battre même à main nue. Nous allons même à cette option-là pour pouvoir... à main nue? Bien sûr. Pourquoi? Non, mais ça écoute, sont des milices, là? Non, mais écoute, tous les moyens qu'il faut utiliser pour chasser... Vous ne voulez pas qu'avec ça, il y aura maintenant des actes de terrorisme. Regardez ce qui s'est passé d'autodéfense. Le système d'autodéfense. Le système d'autodéfense
À commencer où? Mais c'est comme ça. Parce que nous estimons que un pays où avec tous ses alliés voudrait mettre un chaos dans notre pays et nous sommes capables de nous battre. Et donc, et l'armée et la jeunesse congolaise doit se lever pour pouvoir mettre fin à cette situation. Voilà, pour pouvoir mettre fin à cette situation. Merci beaucoup, Monsieur Francis Okito, surtout de votre passage. Une toute dernière question qui m'est venue. Vital Kamerhe a proposé un plan de sortie, un dialogue, Ouganda, Rwanda, RDC, M23 au milieu. Vous ne voyez pas que c'est la meilleure option? Vous savez pourquoi, sous Kabila, le M23 se sont retirés? Ils ont été défaits. Non. Ils ont été défaits. Comment ça? Mais ils ont été défaits. Ils ont été défaits. On a vu Sultan Makenga qui a fui. Il a même laissé son chapeau, là. Il a laissé son chapeau. Ils ne se sont pas retirés des ghettos. Avez-vous vu quelqu'un qui a été défait réclamer des accords? Le M23 n'avait jamais été défait. Les M23 s'étaient retirés sur base des accords. Mais ils sont revenus aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'ils réclament, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ils sont ressurgis parce qu'ils réclament des accords de 2019. Non. Il n'y a jamais eu des accords en 2019. Ils réclament des accords qui avaient été signés lorsque ils ont cessé de le faire à l'époque. Mais eux, ils ont parlé de 2019. Mais non. Willy Ngoma parlé des accords. Non, mais Willy Ngoma, c'est un novice, c'est monsieur qui ne maîtrise totalement rien. Le M23 s'était retiré après les accords de l'Ouganda. Ils étaient en Ouganda. Suivez même dernièrement l'ancien ambassadeur de la RDC en Ouganda. Il parlait sur ça. Et donc, c'est après ces accords qu'ils ont quitté le pays. Donc, si ils ont quitté le pays sur base des accords entre l'Ouganda, la RDC et le Rwanda, ça veut dire que demain, ils peuvent repartir et revenir encore. Donc, nous pensons que c'est une position du président Vital Kamerhe que moi, personnellement, je respecte, mais que je ne partage pas. C'est une position que je ne partage pas. On a beaucoup négocié. On a beaucoup négocié avec le Rwanda et l'Ouganda. Et maintenant, il faut mettre fin à la situation. Donc, un mouvement armé qui avait été défait n'a pas d'accord à réclamer. Et donc, nous pensons que si nous négocions encore aujourd'hui, 2, 3 ans, 4 ans après, ils vont revenir pour réclamer des accords. Donc, il faut qu'ils partent. Ils doivent partir de notre pays. Merci beaucoup, Maître Francis Okito, de nous recevoir et notre cas.